demande d'applaudir Eric. Bon, c'est lui. Merci Alexandre. Il faut appuyer sur le bouton. Très chic. Merci Alexandre. C'est bon? Parce que moi, je n'ai pas la voix forte et mâle d'Alexandre Millon. En fait, je suis très content d'être ici. Et c'est vrai que je l'avais demandé à Alexandre de l'organiser. Je suis très content d'être ici parce que moi, je dois beaucoup à l'Hôtel Drouot. Beaucoup. Je me suis formé ici. Je ne suis pas arrivé ici en culotte courte, mais presque. Et mes premières erreurs, mes premières bêtises, je les ai faites dans cette maison. J'ai tout appris. Je rêvais d'être commissaire-priseur. Bon, j'ai raté ma carrière, mais j'ai dérapé dangereusement. Mais je rêvais en fait de m'appeler Alexandre Millon ou autre. Enfin, je rêvais voilà. Donc, et c'est vrai que c'est ici que s'est développé. J'avais déjà là une passion pour les objets d'art, mais c'est au contact de cet extraordinaire endroit qui est unique au monde, hein, moi qui ai vraiment été dans toutes les salles des ventes du monde pratiquement. Il n'y a pas un endroit comme l'Hôtel Drouot, un endroit où vous avez une vente d'archéologie, une vente d'art primitif, avec des objets qui viennent vous percuter, et ça c'est formidable. Alors à propos de percuter, la chance que nous avons, que vous avez ce soir, c'est pas tellement de me voir et de m'entendre vous endormir, c'est d'approcher un tableau comme celui-là. Parce que ce tableau, il nous est arrivé dans un état extraordinaire, dans un état qui est tout à fait unique. Entre autres parce qu'il a très peu changé de main. En réalité, il a changé 3 fois de main depuis 1605. 3 fois. Vous savez, c'est pas beaucoup. Et c'est un tableau qui a eu aussi la chance de ne pas être très longtemps dans un musée où les conservateurs changent tous les 20 ans et où eh bien, ils vont nettoyer, restaurer, nettoyer. On parle toujours d'un nettoyage, mais très souvent, on est obligé de restaurer quand on nettoie tous les tableaux. Et il y a 2 versions de même qualité de ce tableau, celle du Louvre et celle-ci. Déjà au XVIIe, on savait qu'il y avait 2 versions de la même qualité. Aujourd'hui, notre tableau est... Allez voir le tableau du Louvre, vous verrez, notre tableau est beaucoup plus beau. Le tableau est plus rond, il est tout en matière, tout simplement parce qu'il n'a pas été nettoyé, renettoyé. Et un tableau, ça vraiment c'est le message que vraiment je voudrais faire passer. Un tableau, c'est de la pâte. Un tableau, c'est un objet. Un tableau, ça doit être rond. Si c'est pas rond, si c'est plat, c'est foutu. C'est simple. Sinon, ça redevient un dessin. Et le dessin, c'est très beau le dessin, mais en tout cas, pour moi, c'est trop intellectuel, trop intelligent. On n'a pas cette matière sensuelle. La peinture, ça doit être du pain, comme elle est là, comme sont les pieds. Regardez la façon dont l'artiste a représenté ses pieds. Ses pieds, ils sont en volume. Et ça, rien que ça, c'est un magnifique morceau de peinture. Autre très beau morceau de peinture, le bleu de la draperie qui est ici, qui est là vraiment, elle n'a pas aucun sens. Au point de vue iconographique, il est là vraiment pour équilibrer le tableau. Ça, c'est le plaisir de peintre qui fait ce qu'il veut. Les peintres, ils ont plusieurs privilèges par rapport à nous. Ils peignent les femmes comme ils les aiment et pas comme on les trouve. Et ils peuvent se créer un monde à eux. Et c'est ce que fait un grand artiste comme Guido Reni. C'est pas un pagne, justement. Le pagne, il a un peu disparu, parce qu'il est lui aussi dans une couleur violine qui est propre à Guido Reni. Et là, il faut se rappeler qu'au XVIIe, jusqu'aux impressionnistes, en fait, les artistes faisaient leurs couleurs. Ils achetaient des blocs de matériaux, en l'occurrence du lapis lazuli ou du smalt. Ils le broyaient dans l'atelier. Ils avaient leur cuisine à eux. Et c'est pour ça que nous nous arrêtons aux impressionnistes. C'est pas pour laisser nos confrères d'impressionnistes tranquilles. J'ai croisé tout à l'heure Cécile Redzenhaller. Je ne vais pas la concurrencer. Pourquoi? Parce que moi, je suis un homme de la couleur. Je ne suis pas un homme du dessin, j'y comprends rien. Par contre, les couleurs, je les reconnais 40 ans plus tard. Et quand les impressionnistes ont commencé à acheter des peintures toutes faites, ben c'est foutu pour moi, vous voyez, puisque en fait, Renoir, Caillebotte, ils ont le même gris bleu ardoise qui est magique, hein, qui est très beau, qu'ils ont tous aimé, mais c'est le même. Pourquoi? Parce que le père, je ne sais plus comment, qui leur vendait j'ai oublié son nom, enfin, qui leur vendait les couleurs, vendait des couleurs toutes faites. Chez Reni, ce bleu violine, il n'existe que chez lui. C'est-à-dire qu'il arrive en mélangeant du lapis, du smalt, et puis je ne sais pas quel autre, il ne nous a pas donné ses secrets parce qu'il les gardait pour eux. Il arrive à faire cette couleur qui là est un petit peu... Pardon. Excusez-moi. Le violine qui est ici sous sa main, vous voyez, qui est un petit peu enfoui sous un vernis jaune, mais ça c'est une couleur de Guido Reni.
autre chose pour la technique, ce tableau n'est pas restauré. Nous l'avons, en termes pas très élégants, on parle d'un bichonnage. C'est-à-dire qu'en fait, on a régénéré la surface du vernis sans aller plus loin. Alors pourquoi nous n'allons pas plus loin? Mais ça, on en a parlé avec Alexandre Millon. Pourquoi on ne va pas plus loin? Parce que, d'abord, il y a un problème éthique. Je pense qu'un expert, un commissaire-priseur, nous ne sommes que des passeurs. Nous ne devons pas intervenir. Et si vous nettoyez, c'est comme une opération. Très souvent, le chirurgien dit j'ai opéré puis j'ai refermé parce que voilà, j'ai compris que c'était ou pas opérable ou que c'était pour quelqu'un d'autre ou que j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. Vous trouvez, quand vous nettoyez un tableau, vous trouvez, surtout un tableau du XVIIe, vous trouvez souvent des traces de choses que vous n'aimeriez pas trouver, des accidents qui ont été bien maquillés, qui réapparaissent avec le temps. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, alors c'est vrai que le tableau donne pas toute sa puissance parce que il est pas nettoyé. Donc bon, il y a des endroits où il est assez clair, mais si vous regardez le blanc par exemple, est-ce que la plume qui devait être une plume d'autruche, elle est vraiment blanche? Le peintre l'a voulu blanc, elle n'est pas tout à fait blanche ici parce qu'il y a du vernis jaune dessus. Donc il faut vous imaginer ce tableau, il faut faire l'effort de le voir un peu nettoyé. Mais nous, ça nous déforme parce que nous, on a tellement l'habitude de faire ça que nous préférons, nous experts en tableau ou marchands de tableau, nous préférons les voir dans cet état-là parce que nous anticipons le plaisir qu'on va avoir à le nettoyer. Alors le plaisir, justement. Le plaisir de l'acheteur, c'est justement de le nettoyer. C'est justement de se dire « Ah, quand je l'ai acheté, il était tout jaune, mais regardez ce que j'en ai fait. » Et l'acheteur, selon toute probabilité, il sera un grand musée, américain ou autre, mais ce sera très probablement un grand musée ou quelqu'un qui achète avec l'idée de le donner, que ce tableau termine dans un musée, il va venir avec son restaurateur. Ça, c'est le troisième argument pour lequel il ne faut pas restaurer. Il va venir avec son restaurateur. Le restaurateur qui voit un tableau de cet état, mais c'est le rêve d'un restaurateur, comme c'est le rêve d'un commissaire-priseur de donner un coup de marteau pareil, ou comme c'est le rêve pour un expert de décrire un tableau comme celui-là. Le restaurateur, il va rêver de faire ça. Et il va être notre meilleur allié. Alors que si vous lui montrez un tableau qui a été nettoyé, le restaurateur, il ne va pas pouvoir s'empêcher de débiner le travail du confrère, se dire « Oh, quel dommage, j'aurais voulu le trouver avant. » Vous voyez, ça fait trois bonnes raisons mais la principale, c'est une raison éthique. Je pense que ce n'est pas à nous, passeurs, d'intervenir dans la vie d'un tableau. Deux mots, parce que je voudrais vous laisser le temps de poser des questions. J'espère que vous en avez, pas trop piégeuses, mais j'essaierai de répondre. L'artiste. Nous sommes en 1605 à Rome avec un artiste qui arrive de Bologne. Bologne, c'est la ville du droit. La moitié d'entre vous sont des juristes. Vous savez que le droit est né à Bologne. Une ville hautement intellectuelle, très catholique, très engagée, qui appartenait à la papauté, donc très engagée au service de la foi catholique. Et Régny quitte Rome en 1605, il arrive en 1605 et il quitte Bologne pour arriver à Rome. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il faut se représenter le chantier énorme qu'était la Rome de 1605. C'est le summum de la contre-réforme. La papauté reprend l'offensive et elle va chercher les chrétiens, les paroissiens qui sont partis chez les protestants. La moitié de l'Europe est devenue protestante. Et même en Italie, il y a des petites communautés protestantes qui commencent à fructifier, à se développer. Donc la réaction, c'est la contre-réforme. Mais qu'est-ce que la contre-réforme? C'est une contre-offensive. Et on est dans l'art de propagande. Et on va aller chercher, l'Église catholique va aller chercher les paroissiens par les sentiments, par l'émotion. Un peu comme aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques cherchent, ou beaucoup d'artistes cherchent à nous toucher par l'émotion et à nous empêcher de raisonner. L'Église catholique, elle va s'adresser, l'Église de la contre-réforme, elle va s'adresser, c'est la religion pour les nuls, la contre-réforme, au début. On va chercher les gens par l'émotion. Et ça va vous donner d'énormes commandes musicales, architecturales, sculpturales. Ça va vous donner le Bernin, ça va vous donner Monteverdi. Monteverdi, il crée son premier opéra, Orphée, en 1607, 2 ans après la peinture de ce tableau. Vous êtes dans le même climat. Et surtout, en peinture, Caravage. Caravage, c'est l'artiste de la contre-réforme, un artiste qui va percuter, qui va aller chercher les gens par l'émotion, qui va aller nous chercher par des trucs pas possibles, des têtes coupées, Et Régny, il entend parler de tout ça, il entend parler de Caravage, et il sait que, d'abord, il y a un énorme chantier à Rome,
je parle assez près du micro, faut m'arrêter. Oui, il faut que je parle plus près, merci. Oui, allez-y. Je me laisse emporter, pardon. Régnier, il arrive à Rome et il arrive en partie, ça c'est Turquin qui parle, hein, mais je pense qu'il arrive pour deux raisons. Il veut voir la peinture de Caravage dont tout le monde parle. Caravage, contrairement à ce que vous avez pu voir dans des films ou lu, moi quand j'étais étudiant, j'étais convaincu que Caravage était un pauvre malheureux, un misérable. Caravage, il était très riche, tout le monde le connaissait, il vendait ses tableaux pour des fortunes aussi chères que Régnier, c'est-à-dire des fortunes énormes. Il était au sommet de la mode. Mais c'est un artiste qui va... il est au service de la foi catholique et il va percuter le spectateur, comme Régnier dans ce tableau. Régnier commence, donc je reviens à lui, il est bolonais, il est formé dans l'Académie des Caraches, donc le milieu le plus classique, le plus travailleur, à la recherche de la beauté idéale, de la beauté classique. Et donc exactement le contraire de ce que va faire Caravage. Caravage va se révolter contre ça. Il va au contraire aller chercher des figures les plus laides possibles dans la rue, des trognes pas possibles. Il va renoncer au beau idéal. Nicolas Poussin, notre plus grand peintre, le fondateur du classicisme français, si on peut dire, dira que Caravage est venu pour détruire la peinture. C'est vous dire, il détestait. Pourquoi ? Parce que il s'est élevé contre le beau idéal. Il a cherché. Et en fait, il nous touche parce que, à travers la laideur, il sort de la beauté, comme Fellini dans le cinéma d'aujourd'hui, enfin d'hier, pardon. Comme, vous voyez, il va chercher à nous percuter, à nous. Et Régnier, à ce moment-là, en 1605, au moment où ce tableau est peint, c'est un moment extraordinaire pour nous, parce que c'est le moment de la fusion entre les deux. Où cet artiste qui cherchait dans la pose du personnage, dans la beauté de David, qui est vraiment c'est un super beau gosse, non ? Enfin, je pense que vous êtes tous d'accord, toutes d'accord. Voilà. Il va chercher le plus beau, il va lui faire prendre une pose avec ses pieds qui dansent un petit peu, qui vient vraiment de la sculpture antique, de la sculpture grecque et romaine, mais surtout grecque. Et en même temps, il y a la tête de Goliath, il y a cette violence, il y a cet éclairage aussi assez brutal qui arrive sur ce tableau, que Régnier va abandonner ensuite, il va revenir, parce que le Caravage, ça va être une mode très courte, c'est 20 ans, et en 1625-1630, c'est fini, en tout cas à Rome. Alors chez nous, qui étions un peu en retard, comme toujours, par rapport aux Italiens, ça va durer un peu plus longtemps, jusque dans les années 30-35, mais très vite, ça passe complètement de mode, et entre autres, quelqu'un comme Guido Reni va être l'artiste qui va remettre, Guido Reni, le dominicain, ils vont remettre la beauté idéale, la beauté classique, la beauté de la sculpture, le classicisme en fait. L'idée de faire quelque chose le plus beau possible. À ce stade, sur le tableau lui-même, est-ce qu'il y aurait une petite question ? Non ? Je continue avant que vous dormiez. Bon. L'histoire du tableau et l'histoire de sa découverte, dont Alexandre Milon vous a parlé tout à l'heure, en fait, c'est l'histoire d'une grosse erreur de monsieur qui est devant vous. J'ai trouvé ce tableau 2 fois. Je l'ai trouvé une première fois quand je m'étais vendu aux Anglais, je travaillais à Londres, chez Sotheby's, et je dirigeais le département des tableaux anciens, et c'était ma première belle vente, et on nous apporte une autre version de ce tableau, très sale. Tout le monde s'enflamme, moi le premier, et nous disons, ça y est, c'est le tableau du duc de Savoie que tout le monde cherche depuis la Révolution française, depuis 95. Et on l'avait retrouvé dans un château d'Écosse, du sud de l'Écosse, du nord de l'Angleterre, et voilà, et nous voilà partis, on vend le tableau du général Dupont de l'Étang, voilà. Et on le vend une fortune, puisque en 1985, il a fait 2 200 000 livres. Je crois que c'était à l'époque un des tableaux les plus chers qui se soit jamais vendu. Ça fait l'équivalent entre 15 et 20 millions d'euros d'aujourd'hui. Donc un vrai prix. Tout le monde enthousiaste et on se dit, bah voilà, c'est le tableau. Jusqu'à 6 mois où l'étude Millon donne notre nom à un client qui écrit à Stéphane en disant, écoutez, j'ai une copie du célèbre tableau du Louvre, mais je suis le descendant direct du général Dupont de l'Étang, dont le tableau est passé en vente à Londres. Mais j'en ai une autre version, c'est une copie, mais je voudrais savoir, j'ai besoin de faire un partage entre mes enfants, j'ai besoin de savoir combien ça vaut. Ben, il ne va pas pouvoir le partager, parce que ça vaut trop cher. Et Stéphane a tout de suite
très bien réagi, il me l'a montré, il m'a dit « mais vous avez vendu l'original ?» Et je lui ai dit « oui, j'ai vendu l'original, mais 10 ans plus tard, nous avons tous compris que nous étions trompés. Que le tableau que nous avions vendu n'était pas le vrai tableau. » C'est-à-dire que le client qui avait acheté le tableau, très sale, en l'occurrence, heureusement qu'on ne l'a pas nettoyé, hein, parce que quand on l'a tous revu nettoyer, il est exposé à la National Gallery de Londres pendant 15 ans, et je n'étais pas fier, hein, pour être très franc. Et, alors, je l'ai mis sur le dos à l'époque du restaurateur, qui était nul, mais je pense que l'expert n'était pas bon. Voilà, pour être franc, il s'est enflammé trop vite. Et en même temps, c'est ce qui nous permet peut-être aujourd'hui d'avoir ce tableau devant nous. Parce que c'est ce que j'ai dit un peu méchamment, mais ça a allumé des contre-feux pour que des confrères ne passent pas. Parce que les confrères sont passés, bien sûr, des confrères, des commissaires-priseurs. Vous pouvez bien penser, et ça doit être une leçon pour nous tous, si ce tableau est resté 200 ans dans ce petit château dans l'ouest de la France, dans une propriété qui est ouverte à la visite depuis 50 ans, où il y a eu des partages familiaux, parce que c'est des gens qui étaient très fortunés depuis 1805, ou depuis 1830, date de la mort du général, il est passé au moins 10 ou 15 confrères d'Alexandre devant ce tableau. Voilà. Mais ils sont allés sans leurs experts probablement. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils sont passés devant. Voilà. Et puis nous, il faut qu'on aille plus souvent. Il faut qu'on aille plus souvent dans les châteaux de province. Ouais. Ouais. Et puis il ne faut pas hésiter à mettre des petites notes dans le livre d'or et signer Drouot. Alors, l'histoire du tableau. Le tableau est peint en 1605, 1607 peut-être, par Régny. Et assez curieusement, Régny ne vend pas le tableau. Il garde le tableau. Il garde les deux tableaux d'ailleurs, puisqu'il vend un premier tableau au maréchal de Créqui, et c'est le tableau qui a été acheté par Louis XIV dans les années 1660. Et l'autre tableau, le deuxième tableau, il le vend qu'en 1633, parce qu'on trouve le conseil d'un expert, Cornelio Malvasia, qui était son... Alors, c'était un expert à tout faire, hein, ça existe aussi. C'était plutôt un généraliste, il était expert pour tout. Enfin bref, il avait la confiance du duc d'Este, et il lui dit, il faut que vous achetiez ce tableau. En fait, c'était un militaire, mais qui avait certainement un faible pour la peinture, parce qu'il ne s'est pas trop trompé, et qu'il va être le père d'un fils qui va être le grand expert de la peinture bolognaise du XVIIe, Carlo Cesare Malvasia, qui va beaucoup écrire sur Guido-Reni, qui va beaucoup défendre Guido-Reni, et un peu grâce à qui on connaît bien cet artiste. Parce que Régny, alors l'artiste lui-même, donc, il reste à Rome que quelques années, il revient dans sa Bologne natale, où il avait ses clients, il vit là, il était tellement célèbre qu'il a des commandes de toute l'Europe. Et quand vous avez la chance effectivement de vendre des tableaux au duc d'Este, tout de suite, c'est comme aujourd'hui quand vous faites rentrer vous êtes un artiste contemporain, vous faites rentrer votre tableau à la collection Vuitton ou chez François Pinault, pour ne pas les mettre en parallèle, vous arrivez tout de suite à une certaine cote. Francesco d'Este, très grand personnage, en tout cas pour nous, il hérite d'une situation un peu catastrophique, puisqu'il s'est fait piquer Ferrare avec tous ses tableaux par la papauté et par c'est pas Barberini, c'est son Scipione Borghese, par les Borghese, voilà, qui ont récupéré pratiquement tous les tableaux Ferrare. Aujourd'hui, quand vous allez à Ferrare, vous voyez plus rien. Et la galerie de Modène, où il s'était réfugié, ou qu'il avait réussi à conserver, était vide. Et il a refait une collection. Donc il était, dans les années 1630, un des grands acheteurs italiens et européens de toutes sortes de tableaux. Vers 1720-1730, les Estes faiblissent un peu et ils vendent tout. Et ils commencent par vendre 150 de leurs plus beaux tableaux sont partis, ont été achetés pas à Dresde, par le duc de Saxe, j'oublie son prénom, enfin bref, Auguste de Saxe, et 145 tableaux exactement, qui font J'en viens, c'est le plus beau musée d'Europe. Ces 145 tableaux, c'était ce qu'il y avait de plus beau en Italie à l'époque. Et il n'achète pas ce tableau parce qu'il était à l'abri, si on peut dire, des regards dans une réticence de chasse des Estes à l'écart. Et il est acheté sur les conseils nous pensons de Mariette qui était le grand expert du XVIIIe, français, mais qui s'est mis au service d'un peu tout le monde, et entre autres de Catherine II.
Et Mariette conseille l'achat du tableau. Et il est acheté par le duc de Savoie. Il est acheté plus également par le prince Eugène. Prince Eugène, duc de Savoie, mais prince de Carignan, qui était un très grand militaire, qui avait gagné le siège de Vienne en, je crois, 1715. Il avait battu les Turcs, il a arrêté la progression des Turcs, donc un immense militaire que les Habsbourg vont récompenser très grandement. C'est lui qui va construire le palais du Belvédère à Vienne, qui est en deux palais, un palais bas, où il y a la peinture du 7e et du 10e, et le palais haut, où aujourd'hui il y a les Klimt et toute cette collection absolument sublime de tableaux 20e autrichiens. Notre tableau était dans le Belvédère supérieur, le plus beau des deux palais. Et il y a une gravure, je ne sais pas si elle est... Non, elle n'est pas là, mais elle sera dans le catalogue. Oui, voilà, vous avez l'intérieur, merci beaucoup, merci Guillaume. Vous avez l'intérieur du Belvédère avec notre tableau. Les enfants du prince Eugène, donc duc de Savoie, se replient sur Turin, parce que ils étaient indépendants à Turin. Ils se replient sur Turin jusqu'en 95. En 95, ils sont renversés par les Français, par les troupes françaises, et Dupont de l'Étang est nommé en 1800 pour gérer la principauté de Turin. Et en fait, c'était un gestionnaire exemplaire, ce qui n'était pas toujours le cas des généraux d'Empire, tout à fait exemplaire, qui s'est pas servi lui-même, et qui a protégé, entre autres, quand il était à Florence, on lui a proposé de prendre le trésor à Florence, c'était pas les Médicis, c'était fini, c'était des Bourbons. Enfin bref, et il a laissé en fait l'or sur place. Il a été récompensé pour ça par les Florentins. Et les propriétaires de ce tableau ont toujours deux grands vases Médicis qui sont donnés par la République de Florence en remerciement au général Dupont de l'Étang. Donc Dupont de l'Étang, pourquoi il garde ce tableau pour lui ? Parce que le Louvre en avait déjà deux. En fait, c'était un triplet. C'était pas un doublon, c'était un triplet. Ils avaient deux versions. L'une qui est celle du Louvre que tout le monde connaît, et l'autre qui a été exposée il n'y a pas longtemps à Orléans, qui sont trois originaux. Et nous avons eu la chance, avec Guillaume de Frélon qui est ici, on a eu la chance de participer à un moment extraordinaire, qui était la comparaison des trois tableaux. On a pu faire ça au Louvre Lens, où était déposé temporairement le tableau du Louvre. Et ils nous ont autorisé à apporter notre tableau là-bas. Et Orléans s'est joint à cette expédition, et on a pu voir les trois tableaux l'un à côté de l'autre. Et ça, pour nous, c'était très émouvant, parce qu'en 1740, il y a encore un expert qui se promenait en Italie, qui faisait le tour des grandes collections, un certain de Lalande. Et Lalande, dans son dit, ça serait formidable de pouvoir comparer les deux tableaux, de pouvoir mettre ce tableau à côté de celui du tableau du roi, à l'époque Louis XV, pour voir quel est le meilleur des deux tableaux. En fait, c'est difficile à dire aujourd'hui, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Louvre n'est pas dans l'état extraordinaire où est notre tableau. Allez, posez-moi quelques questions. Faites-moi plaisir. Adrien. Ça a fait par les trois côte à côte, ça. Eh bien, le nôtre était clairement plus beau parce qu'il est en meilleur état. Voilà. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, que le nôtre a été... Nous pensons qu'ils ont été peints ensemble. D'abord, ils sont peints sur la même toile. On voit le même... Vous savez, les toiles étaient à l'époque faites par la main, c'était des métiers à tisser, mais très artisanaux, donc il y a des imperfections. Puis chaque ville avait... Et ce n'est pas une toile romaine, c'est une toile bolognaise. Donc ce qui nous pousse à penser que ce tableau, il l'a fait en arrivant à Bologne. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? J'ai oublié votre... Non, je demandais de voir les trois tableaux à côté. Celui-ci étant le plus beau. Ben, il est le plus beau parce que c'est celui qui nous arrive dans le meilleur état. Allez-y. C'est peut-être une question un peu idiote, mais allez-y. Quand ils font d'abord, pourquoi il a fait plusieurs copies du tableau, et surtout quand c'est produit, est-ce qu'il fait le bleu en même temps que le bleu, et du coup tout est produit en même temps, c'est les mêmes couleurs, ou au contraire ils ont deux identités du fait d'un choix de peinture? Alors, les couleurs sont différentes, et entre autres, c'est amusant que vous parliez du bleu, parce que le bleu, dans la grande pastille, si on peut dire, de la draperie bleue qui est ici, c'est du lapis-lazuli. Et ça, c'est une couleur qui coûtait très cher, qu'il fallait broyer. On broyait vraiment du lapis-lazuli. Donc c'était une couleur. Et nous avons la trace d'une commande à Caravage, par exemple, où il se fait payer
250 ducats, ce qui était un prix énorme, c'est-à-dire le prix de ce tableau à peu près, pour le tableau, et 50 ducats pour le bleu. Et il n'a pas mis de bleu dans le tableau, parce que c'est Caravage. Et qu'il a dit au client que le bleu, c'était une couleur vulgaire. C'est pas pour Millon que je dis ça, parce que c'est la couleur de l'étude Millon. Et puis c'est Caravage, je sais pas. Il pouvait se le permettre. Et alors, le choix des couleurs, mais il a fait des variantes, d'abord. Entre notre tableau et le tableau du Louvre, il y a des petites variantes. Infimes, mais des petites variantes. Le cordon de la fronde n'est pas exactement au même endroit. Le bleu violine n'est pas dans le tableau du Louvre. Le nôtre a ce bleu violine, le Louvre ne l'a pas. Le bleu lapis est beaucoup plus présent dans notre tableau aussi. Sinon, les variantes sont assez faibles. Par contre, le tableau d'Orléans, qu'il a clairement peint pour un autre client, il a inversé la tête de Goliath. Goliath regarde vers lui. Donc là, on peut pas se tromper. Et donc la raison pour laquelle il en faisait plusieurs, c'était vraiment à la commande et pas juste en disant j'ai envie d'en faire. C'est pas à la commande puisqu'il l'a gardé. Ouais, mais... Il le garde pendant 20 ans même. Et c'est un tableau qui lui avait coûté très cher parce qu'il y a du bleu. Mais il en demandait trop cher. En fait, Régny défendait sa peinture. Il défendait... voilà. Il n'acceptait pas les offres minables. Allez-y. Du coup, pour revenir sur les différences, quelle interprétation vous donnez à l'inversement du sens de la tête entre les deux tableaux? Pour faire plaisir à un client, hein, pour qu'on ne puisse pas les comparer, je pense. Et aussi, j'aimerais savoir, le tableau qui a été vendu pour 2 millions de livres à l'époque, donc il n'était pas de la main de Régny? Si, enfin, aujourd'hui on pense, les spécialistes sont divisés. Et un des grands spécialistes donne le nom d'un autre artiste qui est Cantarini, qui est un suiveur de Régny. Et est-ce que l'acheteur pourrait faire valoir un droit de... Il est mort. Je l'ai rencontré l'acheteur en fait. Le tableau est par hasard en faisant une visite de château, parce que moi je vais dans les châteaux pour trouver les tableaux. En faisant une visite de château en Autriche, je suis tombé sur le tableau. Et l'acheteur était là. Et je suis allé le voir parce qu'il se souvenait très bien de moi, bien sûr. Et je lui ai dit, écoutez, il savait, il avait très bien compris, voilà, ces choses qui arrivent. C'est un grand acheteur, un grand monsieur, voilà. Et il a quand même un beau tableau. Hein. Et on le revendrait le prix qu'il l'a acheté, mais 30 ans plus tard. Et puis on va voir après celui-ci. Allez-y, il y avait une question dans le fond? Non? Oui, moi, vous avez en partie répondu à la question. Comme vous indiquiez que ce n'était pas une commande, quel était l'intérêt pour Guido Reni de faire 3 versions au moins de ce tableau? Et est-ce que ce n'était pas un risque aussi pour lui financièrement? Et j'avais une question sur le format. Est-ce que c'était aussi une façon un peu de faire une publicité, je veux dire, les gens qui venaient dans son atelier, vous voyez, parce que je trouve que c'est un format quand même très impressionnant pour un sujet comme ça. Et est-ce que c'était aussi pour faire un peu une démonstration de son savoir-faire Sûrement, c'est-à-dire que d'abord, c'est un tableau de galerie. On appelait ça un tableau de galerie. Il y a des tableaux, mais en fait, Régny, il était habitué à avoir des commandes de l'église, donc pour des tableaux d'hôtel qui étaient plus grands que ça encore. Donc c'est un artiste qui est à l'aise avec le très grand format. Mais à la différence de Caravage, on a beaucoup de dessins de Régny, il a cette formation académique, donc il travaille beaucoup, il compose, c'est le contraire de Caravage qui est un artiste inspiré, qui va percuter, qui va nous donner l'impression que... Enfin non, il peignait très vite. Ceci dit, Régny, il avait une telle dextérité dans la peinture qu'on peut penser que ce genre de tableau, il est peigné relativement rapidement. C'est un type très très doué, hein. C'est quand même le grand peintre classique de sa génération. Et pour beaucoup de... Enfin, moi j'étais formé chez les Anglais, à une époque où l'histoire de l'art anglaise était à son sommet. Pour beaucoup de grands Anglais, comme Pouncey qui m'a formé, Régny c'était beaucoup plus beau que Caravage. Beaucoup plus beau. Régny, le Dominicain, les Carrage, voilà, ça c'est les vrais artistes. Caravage, c'est brutal. Il y a aussi un phénomène de mode, hein. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une voilà. qui était plus Voilà. en vogue, Régny, que effectivement un artiste comme Caravage. Et est-ce qu'on sait... Caravage, à partir de 1650, c'est fini, hein. Ça vaut plus rien, zéro. Est-ce qu'on sait
discerner ou est-ce que vous savez discerner des interventions possibles De l'atelier Ouais. Pardon. Oui, oui. Je pense qu'il y avait, pour tous ces tableaux, certainement dans la façon dont la fourrure est peinte, si vous la regardez bien, la partie haute est beaucoup mieux peinte que la partie basse. Donc on peut penser qu'effectivement, et on sait que Régny faisait travailler les gens, ce qui n'est pas le cas de Caravage par exemple. Mais il faut voir, Régny se considérait un peu comme Rubens, il se considérait comme Jean Nouvel aujourd'hui. Jean Nouvel, il dessine l'opéra de Pékin, mais il ne pose pas les parpaings. Il va choisir tel et tel matériau, telle et telle couleur, tel et tel intervenant. Rubens, il employait 200 personnes. Régny, il avait certainement des dizaines et des dizaines de... Bah, comme Jeff Koons aujourd'hui, quand il y a eu une crise sur le marché, il a licencié 35 personnes. Moi, si j'achetais Jeff Koons, ça me ferait de la peine, mais... Encore une? Alors, j'ai oublié de vous parler du sujet. Voilà, du principal. Voilà, du principal. Le thème, avec sa violence, c'est un thème absolument caractéristique, classique de la contre-réforme. Là, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est de percuter. Et David, c'est un grand personnage biblique, mais c'est un grand personnage pour tout le monde. C'est un grand personnage pour les Juifs, bien sûr, parce qu'il est... Alors, l'histoire de David, il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter comme Saül. C'est un berger plus malin que les autres, plus doué, plus beau. On dit, le texte dit qu'il était beau, plus beau gosse, mais plus doué pour tout. Il se fait connaître aussi par sa façon de jouer de la musique, de la flûte. Il joue de la flûte et plus tard il jouera de la harpe, qui est un instrument beaucoup plus développé. Et il se fait connaître comme ça. Il a 16 ans au moment où il fait cette action. Le peuple d'Israël était en pétard avec ses voisins. Rien de bien nouveau, comme vous savez. Et ils sont en pétard avec les Philistins, qui sont des occupants aussi de la vallée du Jourdain. Et il va y avoir une grande bataille, et ils décident plutôt que de faire ces batailles, d'avoir 2 champions, et puis celui qui gagne, gagne. Et c'est les Philistins choisissent Goliath. Pourquoi ils choisissent Goliath? Parce que c'était un géant, un type surdimensionné, qui faisait peur à tout le monde, et qui avait une épée qui est ici, avec laquelle il va avoir la tête tranchée par David. Il avait une épée qui impressionnait tout le monde. Bref, terrifié. Et David, on va le chercher parce qu'il est plus malin, parce qu'il est astucieux. Et ce tableau représente aussi le triomphe de l'intelligence sur la force. Et c'est pour ça qu'il est aussi très respecté par les musulmans. Il l'appelle Daoud. Vous avez plein de Daoud. Hein. C'est David Daoud. Donc c'est un tableau c'est un sujet qui a un écho extraordinaire dans toutes les religions du livre occidental. Comment il remporte la bataille? Par son intelligence, avec sa fronde. Avec la fronde. C'est pour ça qu'elle est si importante, et la pierre est là. La pierre avec laquelle il va tuer Goliath, elle est là. Et l'épée est là parce qu'il va trancher la tête de Goliath avec sa propre épée. Est-ce que c'est un sujet qui est courant à cette époque de peindre David et Goliath? Oui, c'est un sujet assez courant, comme Judith et Holoferne. 2 têtes tranchées, c'est des sujets à la mode. Ça, c'est caravagesque. Ça, c'est la contre-réforme, c'est caravagesque. Caravage, il était coupé partout. Et ce qui est formidable dans mon métier, c'est qu'il y a 30 ans, des têtes coupées, on ne pouvait pas les vendre. Et aujourd'hui, depuis que les gens collectionnent les tableaux de cet Anglais qui fait des visages complètement déformés... Pardon? Bacon, voilà. Si vous achetez des Bacon, vous pouvez mettre un tableau comme ça à côté. Ben, le monsieur qui nous a acheté le tableau du Caravage, il l'a à côté d'un Bacon. Et le Caravage, il est encore plus dur que ça. Il y a aussi il est en train de mourir. Allez, encore une. Allez-y. Et du coup, David est un thème générique à l'époque. Quelle est la particularité et la manière d'aborder différente de la scène qui a été adoptée de Régny? Ouais. Là, le côté, la référence à la sculpture grecque, la position du personnage. Et c'est là que ce tableau est un moment extraordinaire de peinture, parce que c'est vraiment là. À la fois, vous avez l'éclairage caravagesque avec sa brutalité, le personnage de Goliath qui existait, c'est l'épicier de la rue.
qui devait avoir une tête un peu effrayante, et qui a pris... ça, c'est caravagesque comme démarche. D'aller chercher les gens de la rue et pas des gens élégants. Par contre, pour faire le David, là, c'est le côté chicos, le côté académique de Reni qui triomphe. Et c'est là que ce tableau est un moment tout à fait extraordinaire pour nous. Est-ce qu'il y a une symbolique des couleurs dans le jaune de la plume, le rouge du... Ah, ça, c'est une colle, je ne peux pas répondre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a une symbolique des couleurs, bien sûr, qui est construite par l'Église catholique. Par exemple, on n'a pas le droit de représenter la Vierge sans du bleu. Voilà. Par contre, ici, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. La symbolique, elle est dans l'iconographie proprement catholique. Là, on est dans l'iconographie biblique. C'est moins. Je ne crois pas qu'il y ait eu des prescriptions. Je ne crois pas, sans en être certain. Et puis, moi, je sais pas tout de ce qu'il avait dans sa tête, hein, ce garçon. À David, je sais, il voulait lui casser la gueule. Et David, en fait, c'est quelqu'un d'assez intéressant pour nous. Lisez le livre de David, c'est 10 ou 15 pages. Parce qu'au fond, cette peinture, elle est faite pour nous faire lire les textes. Et le texte, il est magnifique. Parce que David, évidemment, c'est un surhomme, c'est un génie, il a sauvé son peuple, comme Judith plus tard. Mais David, c'est aussi il a des petits moments de faiblesse. Hein. Le roi David, il est roi, etc. Mais un jour, il fait très chaud, il se met à sa fenêtre, il voit une jolie fille qui se baigne en bas. Bon, il lui envoie une lettre pour qu'elle vienne le rejoindre. Bethzabée, et ça va être son malheur. Il a des rapports complexes avec Dieu. Il a des rapports complexes avec Saül, qui était son roi. À la fois, Saül est franchement un peu à côté de la plaque. C'est un vieux roi un peu gâtisant. Et David, lui, il est tout à fait capable de diriger, de prendre la tête du peuple d'Israël. Mais aussi, il est respectueux de la tradition, il est respectueux du roi. Ils ont des rapports très complexes, très complexes, très compliqués. C'est un super livre, hein, le livre de David. Lisez ça ce soir, ça se lit en 30 minutes et c'est sensationnel, comme toute la Bible. Est-ce que Louis d'Aurigny a représenté d'autres épisodes de la vie de David ou Elle en pose des questions, elle. Je peux pas répondre. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on en connaît... Alors d'abord, non, des épisodes de la vie de David, non. Parce que la plupart des épisodes qu'on voit sont des moments de faiblesse de la vie de David. Si, il a peint des David et Bethzabée. Oui, plusieurs. Donc le moment où il surprend Bethzabée, et où en général on montre, parce que c'est l'occasion aussi de peindre une jolie fille, pas très habillée puisqu'elle prend son bain, et le moment où elle reçoit la lettre. Puis on la voit hésiter. Il en a peint une qui est magnifique que j'ai vue à Bologne il n'y a pas longtemps. Oui. Il a peint d'autres. Mais souvent, on a peint justement les moments de faiblesse de David. Et puis, oui, il a dû en peindre. Parce que c'était des sujets très répandus, très... David, c'est un grand personnage de la contre-réforme, parce que c'est un roi, c'est le roi d'Israël, c'est un grand prophète, mais il est homme, avec ses faiblesses, c'est quelqu'un comme nous, quoi. Finalement, vous êtes de la team Louis XIV ou du Pont de l'Étang? Pardon? Vous êtes de la team Louis XIV ou la team du Pont de l'Étang? J'ai pas compris. Quel tableau vous préférez? Ah, le nôtre. C'est moche comme ça. Parce que c'est celui de Millon, d'abord, que je suis là pour le défendre, que je suis un avocat et pas un magistrat. J'ai vu ce que vous allez dire, attention. Non, il est plus beau parce qu'on l'a vu avec Guillaume, parce qu'il est en meilleur état. Donc, si vous voulez, c'est un combat un peu... Il y en a un qui est plombé par les restaurations, etc. Au départ, d'abord, je pense que Louis XIV ne se serait pas laissé fourguer parce que la collection de Louis XIV, avant de dézinguer un tableau de Louis XIV, moi j'ai déjà cherché à le faire, j'ai pris des raclées. Hein. Donc, c'est quand même sensationnel, les tableaux de Louis XIV. Toujours. Mais certainement, il n'est pas arrivé à nous dans l'état où celui-ci nous est parvenu. Parce qu'il a été très peu touché, ce tableau. Il a été réentoilé, certainement quand il est arrivé ici en 1800, mis dans ce cadre, qui est un cadre en chêne sculpté, on ne va pas dire d'époque Louis XVI, de style Louis XVI, mais fait en 1800 pour lui. Mais il a été très peu touché.
Si, il a sans doute été roulé quand même. Oui, il a quand même été roulé il est arrivé ici roulé. Et roulé dans le mauvais sens. C'est-à-dire, ils l'ont roulé comme ça. Et on le voit, si vous mettez à ma hauteur, c'est-à-dire très bas, et même plus bas encore, vous verrez toutes ces craquelures régulières, tous les centimètres, qui sont le résultat de l'enroulement du tableau autour d'un cylindre. Ça se roule très bien, les tableaux. Hein. Ils sont tous arrivés comme ça. Hein. Tous. Les noces de Cana, tout ça. Et elles sont restées ici parce qu'ils se sont dit on ne va pas refaire un rouleau pour. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Non mais c'était super que vous soyez tous venus. Hein. Au début je me suis dit mais il va y avoir personne.